Je n'aurais jamais imaginé que la nuit précédant mon mariage serait le dernier moment de paix que je partagerais avec Marion. Tout s'était déroulé comme prévu. Les répétitions, les rires avec les amis, le dîner avec nos familles. Elle était radieuse, ma fiancée, sur le point de devenir ma femme. Elle m'a déposé un baiser doux sur la joue avant de partir pour son enterrement de vie de jeune fille. Juste quelques verres et une danse avec les filles, a-t-elle dit en clignant de l'œil. J'ai souri, je lui ai dit que je l'aimais et je l'ai regardé franchir la porte. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir, pas parce que j'étais nerveux, mais parce que j'étais heureux. J'ai pensé à tout ce que nous avions vécu depuis nos années d'université à Paris jusqu'à maintenant. Je travaillais dans un cabinet d'architecte dans le centre, elle, comme professeur dans une école privée du Marais. Nous nous étions rencontrés lors d'une soirée jazz manouche à Saint-Germain-des-Prés, présentée par un ami commun. Depuis 5 ans de vie commune, des escapades à Deauville, des week-ends chez ses parents à Versailles, et maintenant, enfin, le mariage. Allongé dans mon lit, je regardais nos vieilles photos, des randonnées dans la forêt de Fontainebleau, des fêtes d'anniversaire, des dimanches paresseux au parc des Buttes-Chaumont. J'étais sur le point de m'endormir quand mon portable a vibré. C'était un message d'un numéro inconnu. Pas de mots, juste un fichier vidéo. Au début, j'ai cru que c'était un spam, mais la curiosité l'a emporté. J'ai cliqué dessus. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. La musique était forte, les lumières tamisées, et la caméra tremblait. Mais elle était là, ma fiancée, sur les genoux d'un autre homme, riant, l'embrassant. La vidéo n'était ni courte ni innocente. Je fixais l'écran, le souffle coupé, les mains tremblantes. J'ai reconnu l'endroit. C'était le quartier Oberkampf, une zone festive où elle et ses amis avaient l'habitude de sortir avant que nous nous connaissions. Le type, je le connaissais aussi de vue, un certain Philippe qui travaillait dans la même école qu'elle. J'avais déjà remarqué comment il la regardait les rares fois où nous nous étions croisés lors de pots de l'école, mais Marion avait toujours dit qu'il n'était qu'un collègue. Dans la vidéo, elle riait pendant qu'il lui embrassait le cou. Ses amies apparaissaient en arrière-plan, certaines dansant, d'autres observant la scène avec des sourires complices. Chloé, qui devait être sa témoin le lendemain, a même levé son verre comme pour trinquer à la situation. La vidéo se terminait avec les deux s'embrassant passionnément et lui chuchotant quelque chose à l'oreille qui la faisait rire. J'ai regardé la vidéo 3, 4 fois, chaque fois plus abasourdi. J'ai essayé de l'appeler mais je tombais directement sur sa messagerie. Je lui ai envoyé un message, mais il n'a pas été délivré. J'ai appelé Romain, mon meilleur ami, et témoin, mais il n'a pas répondu non, plus. Ils étaient probablement tous ivres à cette heure-là. J'ai passé la nuit blanche assis sur le balcon de notre appartement à Belleville, fumant cigarette sur cigarette, une habitude que j'avais abandonnée en rencontrant Marion. Le ciel a commencé à s'éclaircir et avec lui est venue une certitude froide. Je n'annulerai pas le mariage. Pas encore. Je voulais voir jusqu'où elle pousserait la farce. Quand le réveil a sonné à 7 heures, j'étais déjà prêt. Pas avec le smoking, mais avec une décision. Le mariage aurait lieu à 16 heures à l'église Saint-Sulpice, suivi d'une réception au pavillon d'Armenonville. Nous aurions 300 invités, un groupe de bal musette qu'elle adorait, un traiteur hors de prix que ses parents avaient insisté pour payer. Tout était parfait, tout était planifié. Maintenant, j'avais mes propres plans. J'ai pris une longue douche, je me suis regardé dans le miroir et j'ai eu du mal à me reconnaître. Des cernes profonds, la mâchoire crispée, le regard vide. Mais je ne pleurais pas. Non, quelque chose de plus froid avait pris le dessus. La trahison fait ça à un homme. J'ai longuement regardé le smoking avant de l'enfiler. J'ai bu un café fort. J'ai pris les alliances en or que nous avions choisies ensemble et je suis sorti pour ce qui serait le jour le plus long de ma vie. Le matin du mariage, je me suis réveillé avant le soleil. En vérité, j'avais à peine dormi. La vidéo de Marion avec ce type tournait en boucle dans ma tête comme un cauchemar. J'ai préparé le café le plus fort possible et je me suis assis sur le balcon de l'appartement, observant Paris s'éveiller. Les premiers bus traversaient déjà le boulevard périphérique, emmenant les travailleurs vers une nouvelle journée de labeur. Et moi, je menais ma propre bataille intérieure. Mon portable n'arrêtait pas de sonner. Des messages de Romain, me demandant si j'étais nerveux.
de ma mère disant qu'elle était en route pour le salon de coiffure pour retrouver la famille de Marion, de mon père, m'avisant que le chauffeur de la limousine avait confirmé l'heure. Je n'ai répondu à aucun. J'ai seulement envoyé un message à Fabien, mon cousin qui travaillait dans l'audiovisuel. J'ai besoin que tu apportes un projecteur à l'église. C'est une surprise. Ne le dis à personne. Il a répondu avec un emoji pouce levé sans poser de questions. Fabien a toujours été comme ça, discret, fiable. Je lui ai aussi envoyé la vidéo, avec des instructions claires. Prépare ça. Pour une diffusion, je te dirai quand. Pendant que je me préparais, j'ai remarqué que mes mains ne tremblaient plus. La douleur initiale s'était transformée en quelque chose de plus contrôlé, de plus calculé. J'ai enfilé chaque pièce du smoking comme un gladiateur revêtant son armure. Nœud papillon noir, chaussures italiennes qui avaient coûté une fortune, boutons de manchette en argent de mon grand-père. Tout était impeccable. À midi, Romain est arrivé à l'appartement avec une bouteille de whisky. « Alors Julien, prêt pour le grand jour ?» Il affichait un large sourire, sans percevoir, la tempête dans mes yeux. « Plus que tu ne l'imagines », ai-je répondu en forçant un sourire. Romain a servi 2 verres et a trinqué à mon bonheur. J'ai bu le whisky d'un trait, sentant le liquide me brûler la gorge. J'ai failli tout lui raconter à ce moment-là, mais quelque chose m'en a empêché. Peut-être un dernier espoir que tout ne soit qu'un terrible malentendu, un cauchemar dont j'allais me réveiller. « Tu as vu Marion hier soir ?» ai-je demandé, essayant de paraître désinvolte. « Seulement au début de la soirée. Je suis parti tôt car j'avais des choses à régler ce matin. Mais les filles étaient bien parties, tu sais. » Il a ri en me tapant dans le dos. « Mais détends-toi, rien de grave. Juste un enterrement de fille de jeune fille. » S'il avait su. À 14 heures, nous sommes montés dans la voiture qui devait nous conduire à l'église. Le ciel de Paris était étonnamment bleu pour un samedi d'octobre. À la radio passait La Bohème, cette chanson que Marion et moi avions l'habitude de chanter à tue-tête en revenant de nos voyages en voiture. Le chauffeur a tenté d'engager la conversation à quelques reprises, mais mes réponses monosyllabiques l'ont vite découragé. Nous sommes arrivés à l'église 40 minutes avant la cérémonie. L'endroit était déjà décoré de lits blancs et de rubans de satin, exactement comme Marion l'avait rêvé. Les premiers invités commençaient à arriver, souriants, élégants, ignorant le drame qui allait se jouer. Je me suis retiré dans une salle au fond de l'église, où le marié attend traditionnellement. Le père Jean, un homme âgé aux cheveux blancs qui connaissait ma famille depuis des années, est venu me donner sa bénédiction. « Nerveux, mon fils ?» a-t-il demandé avec ce sourire serein. « Non, mon père. »« Je suis en paix avec ma décision, » ai-je répondu, et c'était la vérité. J'ai trouvé Fabien qui ajustait discrètement le projecteur près de l'autel. Il m'a fait un signe de confirmation. Tout était prêt. Mon père est entré dans la pièce ajustant sa cravate. Il semblait plus nerveux que moi. « Fils, ta mère vient de m'appeler. Elle a dit que Marion est magnifique. Elle quitte le salon. Maintenant. » Il a posé sa main sur mon épaule. « Je suis fier de toi, Julien. C'est une fille bien. » J'ai dégluti. S'il savait la vérité. Mais j'ai souri et remercié. Ce n'était pas le moment d'impliquer qui que ce soit d'autre dans cette histoire. Les minutes suivantes se sont écoulées au ralenti. J'ai salué quelques oncles, cousins, amis de longue date, tous me félicitant, me souhaitant du bonheur, me disant que Marion et moi formions un couple parfait. Chaque mot était comme un petit coup de poignard. À 15h45, Romain est venu me chercher. « C'est l'heure, mon frère. La mariée arrive. » J'ai marché jusqu'à l'autel comme un condamné marche vers l'échafaud. L'église était bondée. J'ai reconnu des visages de l'université, du travail, des parents que je n'avais pas vus depuis des années. La mère de Marion, Madame Cécile, m'a fait un signe avec les larmes aux yeux. Son père, Monsieur Auguste, un homme sérieux et traditionnel, me regardait avec approbation. L'organiste a commencé à jouer. Les portes de l'église se sont ouvertes. Et elle était là, éblouissante dans sa robe blanche, souriant comme si de rien n'était, comme si elle n'avait pas été dans les bras d'un autre homme quelques heures plus tôt. À cet instant, quelque chose en moi s'est durci définitivement. Le dernier doute s'est dissipé. Je savais exactement ce que je devais faire. La musique a commencé. Tout le monde s'est levé.
Marion avançait dans l'allée centrale, au bras de son père, les yeux fixés sur les miens. J'ai continué la comédie, souriant juste ce qu'il fallait, soutenant son regard, feignant de ne pas être en morceaux à l'intérieur. Sa robe était magnifique, avec des détails en dentelle qui avaient pris des mois à être brodés à la main. Son voile, délicat comme une brume, couvrait partiellement son visage. Elle ressemblait à un ange déchu. Nous nous sommes tenus devant l'autel. Le père Jean a posé les questions habituelles. Romain était silencieusement à mes côtés, sans se douter que les mots qu'il avait répétés pendant des semaines ne seraient jamais entendus. J'ai regardé sur le côté et j'ai vu Fabien, près de la sono, l'ordinateur portable connecté au projecteur, attendant mon signal. Marion a prononcé ses vœux avec une sincérité tremblante. Elle m'a appelé son âme sœur. Sa voix s'est brisée quand elle a dit qu'elle ne me ferait jamais de mal. Un instant, j'ai failli la croire. Presque. Puis ce fut mon tour de parler. Je l'ai regardé dans les yeux, j'ai pris ses mains et j'ai ouvert la bouche, mais je n'ai pas prononcé les vœux. À la place, j'ai dit, avant de dire quoi que ce soit, je veux montrer à tout le monde quelque chose de spécial. J'ai fait un signe discret à Fabien. Les lumières de l'église ont légèrement baissé. L'écran est descendu derrière l'autel, là où l'on projetait habituellement les chants de la messe. Le projecteur s'est allumé. Le sourire de Marion a vacillé. Son corps s'est raidi. Et c'était là, pour que tout le monde voie, le baiser, la danse sensuelle, la trahison, en haute définition. Le silence s'est fait dans la nef, à l'exception de son murmure désespéré. « Non, s'il te plaît, arrête !» Son visage est devenu blanc comme cire. Madame Cécile a poussé un cri étouffé. Monsieur Auguste a tenté de se lever pour éteindre le projecteur, mais 2 de mes cousins l'en ont empêché. Le prêtre semblait vouloir disparaître. Les invités ont commencé à murmurer, certains filmant même la scène avec leur portable. Je suis resté immobile, les yeux fixés sur les siens. Marion me regardait comme une biche prise dans les phares, coupable, exposée, désespérée. Elle a tendu la main vers moi, sa voix tremblant. Ça ne voulait rien dire. J'étais ivre. C'était une erreur. J'ai reculé d'un pas. Une erreur que tu as filmée. Une erreur en souriant, une erreur que tu as embrassée avec tant d'enthousiasme. Ai-je dit, chaque mot comme une balle. Je me suis tourné vers les invités. Je vous remercie tous d'être venus, mais il n'y aura pas de mariage aujourd'hui. Elle s'est déjà donnée à un autre hier soir. Le silence s'est transformé en chaos. Les demoiselles d'honneur se sont précipitées à ses côtés. Monsieur Auguste a tenté de me confronter, mais mes amis ont formé une barrière. Je suis parti en marchant, lentement, fermement, librement. Chaque pas que je faisais semblait briser une chaîne. J'avais choisi la dignité plutôt que l'illusion, la vérité plutôt que le fantasme. En descendant l'allée de l'église, j'entendais les sanglots de Marion et les cris étouffés de sa mère. J'ai vu le visage choqué de Chloé, la témoin traîtresse qui avait trinqué à l'infidélité que son amie. Nos regards se sont croisés une seconde avant qu'elle ne détourne les yeux, honteuse. Dans le narthex de l'église, j'ai retrouvé mes parents. Ma mère pleurait silencieusement, mon père semblait sous le choc. Je les ai serrés, brièvement dans mes bras. « Désolé », ai-je chuchoté. Vous comprendrez plus tard. Dehors, le soleil d'octobre brillait encore sur Paris. L'avenue des Champs-Élysées était aussi animée que d'habitude, les voitures passant, les gens pressés, la ville vibrant à son rythme frénétique, indifférente à mon drame personnel. La vie continuait. Je suis monté dans la même voiture qui m'avait amené à l'église. Le chauffeur, confus, a demandé « Et la mariée, monsieur ?» « Il n'y aura pas de mariée aujourd'hui », ai-je répondu simplement. « Conduisez-moi à l'aéroport, Charles de Gaulle. » Il a acquiescé sans poser d'autres questions. Sur le chemin, j'ai éteint mon portable qui explosait déjà de notifications. Je ne voulais parler à personne. La décision avait été prise dans le feu de l'action, mais je ne la regrettais pas. J'avais une petite valise dans le coffre de la voiture, quelque chose que j'avais préparé le matin comme un plan B, au cas où j'aurais le courage de faire ce que je venais de faire. En vérité, je ne savais même pas où j'irais.
Je savais seulement que j'avais besoin de distance. Peut-être le Portugal, où j'ai un cousin à Lisbonne, ou peut-être le sud de la France, pour sentir la chaleur du soleil et de la mer, si, différente de la froideur qui habitait maintenant ma poitrine, la destination n'avait pas d'importance. L'important était le mouvement, la fuite, la libération. Alors que la voiture filait sur l'autoroute A1 en direction de l'aéroport, j'ai ressenti une étrange légèreté. Ce n'était pas du bonheur, loin de là. C'était comme si un poids avait été retiré de mes épaules. Le poids du mensonge, le poids d'un avenir construit sur du sable mouvant. Le portable que j'avais éteint pesait dans ma poche. Je savais que lorsque je le rallumerais, je ferais face à une tempête. Appels manqués, SMS, notifications des réseaux sociaux. L'histoire se répandrait, comme une traînée de poudre. Mais ce serait un problème pour un autre jour. Aujourd'hui, je voulais juste respirer et avancer. À l'aéroport Charles de Gaulle, j'ai acheté un billet pour le premier vol disponible. Nice, Côte d'Azur. Ironique, n'est-ce pas? Un havre de paix était exactement ce que je cherchais à ce moment-là. En attendant dans la salle d'embarquement, j'ai rallumé mon portable quelques minutes. C'était comme ouvrir les vannes d'un barrage. 27 appels manqués de Marion, 42 messages, 15 appels de Romain, des messages de ma mère, de mon père, de cousins, d'oncles, d'amis. Une notification Instagram m'informait que j'avais été tagué dans plusieurs publications. La vidéo avait déjà fuité. Bien sûr qu'elle avait fuité. Dans une église avec 300 personnes, toutes avec des smartphones, c'était inévitable. J'ai de nouveau éteint le portable. Je n'étais pas prêt à gérer ça. Pas encore. Le vol a été annoncé, et j'ai embarqué avec seulement la petite valise que j'avais préparée le matin. À l'intérieur, quelques t-shirts, des shorts, un maillot de bain, des articles de toilette et mon passeport. Rien qui me rappelle Marion ou le mariage. Rien qui me rappelle la vie que je pensais avoir. Quand l'avion a décollé, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de peur. Soulagement de laisser le chaos derrière moi. Peur de l'inconnu qui m'attendait. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de dormir, mais les images de la vidéo continuaient de me hanter. Marion sur les genoux de ce type, Marion riant, Marion me trahissant la veille de notre mariage. Je suis arrivé à Nice déjà la nuit. J'ai pris un taxi pour un hôtel simple sur la promenade. Le réceptionniste, un jeune homme sympathique nommé Youssef, a remarqué que je n'allais pas bien. « Première fois sur la Côte d'Azur, patron ?» a-t-il demandé, essayant d'être amical. « Oui », ai-je répondu sèchement. « J'ai besoin d'une chambre pour une durée indéterminée. » Il m'a regardé curieusement, mais n'a pas posé de questions. Il m'a donné la clé de la chambre 305 et m'a souhaité un bon séjour. La chambre était basique, mais propre. Un lit double, une climatisation bruyante, une vue sur la mer. J'ai pris une longue douche, comme si l'eau pouvait laver tout ce qui s'était passé. Puis, je suis tombé sur le lit et j'ai dormi d'un sommeil lourd, sans rêve. Je me suis réveillé au son des vagues et à l'odeur de l'air marin. Pendant un bref instant, j'ai tout oublié. Puis la réalité est revenue comme un coup de poing dans l'estomac. Je me suis traîné jusqu'au balcon et j'ai regardé la mer. La plage était déjà animée, avec des touristes étendant leurs paréos sur le sable, des vendeurs ambulants criant « chichi, beignets, boissons fraîches » et des enfants courant et riant. La vie continuait. J'ai décidé que je devais faire face aux conséquences. J'ai allumé mon portable. Immédiatement, de nouvelles notifications ont commencé à arriver. J'ai ignoré la plupart, mais j'ai ouvert. Les messages de Romain. « Mec, c'était quoi ce délire? Tout le monde en parle. Sa famille est furieuse. Où es-tu? Appelle-moi quand tu peux. Je suis inquiet. Je comprends pourquoi tu as fait ça. Je voulais juste savoir si tu vas bien. » J'ai répondu par un court message. « Je vais bien. J'ai besoin de temps. Je t'appelle plus tard. » J'ai ouvert à contre-cœur les messages de Marion. « Julien, pour l'amour de Dieu, laisse-moi t'expliquer. » Ce n'était pas ce que ça semblait. J'étais ivre, je ne savais pas ce que je faisais. « S'il te plaît, reviens, on peut parler. Je t'aime. » Les messages continuaient, de plus en plus désespérés. Le dernier avait été envoyé à 4h27 du matin. « Je ne peux pas vivre sans toi, s'il te plaît, pardonne-moi. » Je les ai tous supprimés sans répondre. J'ai ouvert Instagram par curiosité morbide. Comme prévu, la vidéo était partout. Quelqu'un,
avait créé un hashtag Galitraï Hôtel Mariage qui était parmi les sujets les plus discutés en France. J'ai vu des fragments de commentaires, le pauvre, bien fait pour elle, à qui ce n'est jamais arrivé, quelle humiliation. Ma vie était devenue un spectacle public. Des gens qui ne me connaissaient même pas débattaient de mon histoire, prenaient un parti, se faisaient des opinions. C'était surréaliste. J'ai fermé tous les réseaux sociaux et j'ai appelé mes parents. Ma mère a répondu à la première sonnerie. « Mon fils, Dieu merci, où es-tu? Nous sommes morts d'inquiétude. »« Je vais bien, maman. Je suis à Nice. J'avais besoin de distance. »« Je comprends, mon fils. Quelle situation horrible. » Elle a fait une pause. La mère de Marion est venue ici hier soir, elle était bouleversée. Elle a dit que sa fille est anéantie, qu'elle a pris des calmants. « Je ne veux pas savoir, maman. » Ai-je interrompu. « Pas maintenant. »« D'accord, mon fils. Je pensais juste que je devais te le dire. » Une autre pause. « Ton père veut te parler. » Mon père a pris le téléphone. Il a toujours été un homme de peu de mots. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé directement. « Ça va aller. »« Bien. Tu as fait ce que tu pensais juste. Nous te soutenons. » Il s'est raclé la gorge, mal à l'aise avec les démonstrations d'émotion. « Tu as besoin d'argent ? » ?»« Non, papa. J'ai ce qu'il faut. Je vais rester ici un moment. Peut-être travailler à distance. »« D'accord, prends soin de toi. » L'appel s'est terminé et j'ai senti un nœud dans la gorge. La simplicité de leur soutien m'a plus ému que n'importe quel mot de réconfort aurait pu le faire. J'ai passé le reste de la journée à marcher sur la plage, laissant le soleil et la mer commencer à guérir les blessures encore ouvertes. J'ai bu de l'eau de coco assis sur le sable, observant des familles heureuses, des couples amoureux, des surfeurs défiant les vagues. Cela semblait être un monde différent, un monde où je n'étais qu'un parmi tant d'autres, anonyme, sans histoire, sans douleur. Le soir, je me suis assis dans un bar de plage et j'ai commandé un mojito. Le serveur, un niçois bavard nommé Antoine, a remarqué mon accent parisien. « Vous fuyez la grisaille de Paris, patron ?»« Je fuis beaucoup de choses, » ai-je répondu, plus pour moi-même que pour lui. En buvant seul avec le bruit de la mer en fond et le bourdonnement des conversations autour, j'ai réalisé que cette explosion à l'hôtel n'avait pas seulement été la fin de ma relation avec Marion, ça avait été la fin d'une version de moi-même. Le Julien qui faisait une confiance aveugle, qui planifiait une vie parfaite, qui croyait aux fins heureuses, était mort dans cette église, et je ne savais pas encore qui était né à sa place. L'histoire s'est répandue rapidement. La vidéo est devenue virale. Des gens que je n'avais pas vus depuis des années m'ont envoyé des messages. Certains me louaient pour mon courage, d'autres me critiquaient pour l'exposition. Certains demandaient des interviews pour des podcasts et des émissions de télévision. Un producteur de 7 à 8 m'a même offert de l'argent pour raconter ma version. J'ai tout refusé. Je ne voulais pas transformer ma douleur en divertissement pour les masses. J'ai décidé de rester sur la Côte d'Azur pour une durée indéterminée. J'ai réussi à négocier avec mon patron pour travailler à distance. Il a compris la situation. Après tout, qui n'avait pas vu la vidéo du fiancé trahi qui a abandonné sa fiancée à l'hôtel? J'ai loué une petite maison à Saint-Tropez, à une 40aine de kilomètres de Nice. C'était un endroit simple, avec une terrasse face à la mer et un hamac où je passais des heures à observer l'horizon. Marion n'a pas abandonné facilement. Après avoir ignoré ses centaines de messages et d'appels, elle a débarqué à Saint-Tropez 2 semaines plus tard. Je ne sais pas comment elle a découvert où j'étais. Peut-être que ma mère le lui a dit, peut-être qu'elle a retracé mon adresse IP via le travail. Je revenais de la plage quand je l'ai vue, assise sur les marches de la terrasse, les yeux gonflés de larmes, plus mince que dans mon souvenir. « Julien, » dit-elle en se levant d'un bond, « s'il te plaît, écoute-moi. » Je me suis arrêté à quelques mètres, ressentant un tourbillon d'émotions, colère, tristesse, manque, dégoût. Comment m'as-tu trouvé? Est-ce que ça a de l'importance? Il fallait que je te voie, que je t'explique. Il n'y a rien à expliquer, Marion. J'ai vu la vidéo. Tout le monde l'a vue. Elle s'est approchée, essayant de toucher mon bras. J'ai reculé. J'étais ivre, hors de moi. C'était une terrible erreur, mais c'était juste une fois, un moment de faiblesse. Un moment? J'ai ri sans humour. La vidéo durait presque 5 minutes, et tes amis qui fêtaient ça, qui trinquaient,
Ça semblait bien planifié pour moi. Ce n'était pas comme ça. Je t'aime, Julien. Cette nuit ne signifiait rien. Pour moi, elle signifiait tout. Ai-je répondu, la gorge serrée. Elle signifiait que la femme que j'aimais, à qui j'étais sur le point de jurer fidélité pour le reste de ma vie, n'a pas hésité à me trahir à la première occasion. Elle s'est mise à pleurer. Ces pleurs dramatiques que je connaissais, bien avant ça marchait avec moi. Maintenant ça ne faisait que m'irriter. Julien, les gens font des erreurs. On peut surmonter ça, faire une thérapie de couple. Non, Marion, c'est fini, va-t'en. Je ne vais pas renoncer à toi, à notre amour. Notre amour? J'ai haussé la voix, perdant patience. Quel amour? L'amour ne trahit pas, n'humilie pas, ne ment pas. Ce que tu ressens pour moi, peu importe ce que c'est, ce n'est pas de l'amour. Je suis rentré chez moi et j'ai fermé la porte. Elle est restée à frapper, à crier mon nom, à supplier. Les voisins ont commencé à regarder. Finalement, elle a abandonné. J'ai entendu le bruit d'une voiture s'éloigner. C'est seulement alors que j'ai laissé les larmes couler. Je ne pleurais pas pour elle, mais pour ce qui aurait pu être. Pour les rêves brisés, pour la confiance rompue. Le lendemain, j'ai reçu un appel de Romain. Il était inquiet. Marion est revenue de Saint-Tropez complètement détruite, dit-il. Elle dit des choses inquiétantes, mec. Ce n'est plus mon problème, Romain. Je sais, mais elle est fragile, tu la connais? Fragile. C'est ainsi que tout le monde la décrivait. Fragile comme une bombe, capable de tout détruire autour d'elle. Écoute, je suis désolé si elle souffre, mais moi aussi. La différence, c'est que je n'ai pas causé ça, c'est elle. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Tu as raison, finit-il par admettre. Je pensais juste que je devais te prévenir. Et, comment vas-tu? Je survis, répondis-je honnêtement. Un jour à la fois. Les semaines se sont transformées en mois. Octobre est devenu novembre, qui est devenu décembre. J'ai passé Noël seul, sur la plage, regardant des familles, fêter, au loin. J'ai reçu des messages de mes parents, de Romain, de quelques amis. Marion en a aussi envoyé un que j'ai supprimé sans le lire. Dans mon travail à distance, je me suis plongé corps et âme dans de nouveaux projets. Mon chef a commenté que je n'avais jamais été aussi productif. La douleur se transformait en carburant. La nuit, je marchais sur la plage jusqu'à l'épuisement, dans l'espoir de dormir sans rêver d'elle. En janvier, alors que Saint-Tropez était bondé de touristes, j'ai décidé qu'il était temps pour un nouveau départ. Je ne pouvais pas continuer à être défini par ce moment, par cette trahison. J'ai démissionné du cabinet d'architecte et j'ai commencé à planifier un voyage plus long. Peut-être l'Europe. Peut-être l'Asie. Un endroit où personne n'aurait entendu parler du fiancé qui a abandonné sa fiancée à l'hôtel. Avant de partir, cependant, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Monsieur Auguste, le père de Marion. Julien, sa voix semblait fatiguée. Je sais que tu dois me haïr, nous tous, mais je ne hais personne, Monsieur Auguste. Merci pour ça. Il a pris une profonde inspiration. Marion est hospitalisée. Elle a essayé. Eh bien, elle a essayé de se faire du mal. Elle est en observation maintenant. J'ai senti ma poitrine se serrer. Malgré tout, je ne lui souhaitais aucun mal. Je suis désolé d'apprendre ça. J'espère qu'elle ira mieux. Elle s'ira mieux, a-t-il assuré. Elle suit une thérapie, prend des médicaments. Elle va s'en sortir. Il a fait une pause. Je n'appelle pas pour te faire sentir coupable. Je pensais juste que tu devais savoir. Merci de m'avoir prévenu. Après cet appel, j'ai passé des jours à réfléchir. Je n'étais pas responsable des choix de Marion, ni de ceux qui ont mené à la trahison, ni de ceux qui ont suivi. Chacun de nous est maître de son propre destin. Elle avait fait ses choix, j'avais fait les miens. En février, j'ai mis mon sac à dos et je me suis envolé pour Lisbonne. Le plan était de passer quelques mois à voyager en Europe, puis peut-être de continuer vers l'Asie du Sud-Est. Je n'étais pas pressé. Je n'avais pas d'engagement. Je n'avais pas de cœur à laisser derrière moi. Du moins, c'est ce que je pensais.
La veille du voyage, j'ai supprimé tous mes réseaux sociaux. Je ne voulais plus être ce personnage d'Internet, le fiancé trahi. Je voulais juste être Julien, un Français voyageant à travers le monde essayant de trouver sa place. Je ne fuyais pas, je cherchais. Je cherchais une version de moi qui ne soit pas définie par la douleur, par la trahison, par la vidéo qui hantait encore mes cauchemars. Ce que je ne réalisais pas encore, c'est que porter cette rancœur était comme porter une pierre sur mon dos. Elle ne blessait pas Marion, elle ne pesait que sur moi. Et à un moment de ce voyage, je devrais apprendre à la lâcher. Les mois ont passé. J'ai voyagé. J'ai rencontré des gens. J'ai trouvé de la joie dans des choses que j'avais négligées. La musique, la photographie, la nature. Lentement, le poids sur ma poitrine diminuait. J'ai arrêté de chercher des explications. J'ai arrêté de revoir cette nuit. J'ai arrêté d'avoir besoin d'une conclusion de quelqu'un qui n'a jamais mérité ma loyauté. Lisbonne fut ma première escale. La ville avec ses rues pavées, les tramways jaunes montant et descendant les collines, l'odeur des pastéis de nata dans l'air. J'ai loué un petit appartement à Alfama, le plus vieux quartier de la ville. J'ai commencé à photographier les gens, l'architecture, le Tage au coucher du soleil. Un jour, une dame portugaise de près de 80 ans, propriétaire du café où je prenais mon galant tous les matins, m'a demandé pourquoi mes yeux semblaient toujours tristes, même quand je souriais. J'ai perdu quelqu'un, ai-je répondu, vaguement. Mort ou trahison? A-t-elle demandé directement, avec cette franchise typique des Portugais. Trahison. Elle a hoché la tête comme quelqu'un qui connaît bien le sujet. La mort fait plus mal au début, mais la douleur diminue avec le temps. La trahison, elle fait moins mal au début, mais elle peut empoisonner toute une vie si vous la laissez faire. Ces paroles m'ont accompagné lorsque j'ai quitté le Portugal pour l'Espagne, puis l'Italie, la Grèce, la Turquie. Dans chaque endroit, j'absorbais la culture locale, je rencontrais des gens, je collectionnais des histoires. À Barcelone, je me suis lié d'amitié avec un groupe d'expatriés français. À Rome, j'ai eu une brève romance avec une Américaine qui étudiait l'art. À Santorin, j'ai passé des semaines à aider un habitant à rénover sa petite pension en échange de l'hébergement. J'ai commencé à poster mes photographies sur un nouveau profil Instagram, anonyme, sans lien avec ma vie antérieure. Étonnamment, j'ai gagné des abonnés. Les gens commentaient la mélancolie poétique de mes images. Ils ne savaient pas que chaque photo était une façon d'exorciser des fantômes. En août, 6 mois après avoir quitté la France, j'étais dans un petit village sur la côte turque quand j'ai reçu un email de Fabien, mon cousin. « Salut cousin disparu, j'espère que tu vas bien. Je voulais juste te dire que Marion va se marier, avec Philippe, le type de la vidéo. J'ai pensé que tu devrais le savoir, pas pour elle, mais pour toi, pour tourner cette page définitivement. » Je me suis assis sur la plage, regardant l'email pendant un long moment. Je m'attendais à ressentir de la colère, de la jalousie, de la douleur. Mais ce que j'ai ressenti, c'était du soulagement. Comme si un dernier nœud s'était dénoué. Elle avait avancé avec la personne qu'elle avait choisie cette nuit-là, et moi je suivais mon propre chemin. J'ai répondu en le remerciant pour l'information et en lui demandant de ses nouvelles, de la famille, de la France qui commençait à me manquer. Nous avons échangé quelques emails les jours suivants. Il m'a raconté que la vidéo avait été oubliée, remplacée par de nouveaux scandales, de nouveaux buzz, comme c'est le cas sur Internet. La vie à Paris continuait au même rythme frénétique que toujours. En septembre, j'ai décidé qu'il était temps de me diriger vers l'Est. J'ai pris un vol pour Bangkok, puis le Vietnam, le Cambodge, l'Indonésie. À Bali, j'ai rencontré Gabrielle, une Marseillaise qui voyageait seule depuis 2 ans. Elle était l'opposé de Marion, spontanée, indépendante, sans peur de dire ce qu'elle pensait. Elle est devenue ma compagne de voyage, puis mon amie, puis quelque chose de plus. C'est avec Gabrielle que j'ai appris à surfer sur des plages paradisiaques, à méditer dans des temples anciens, à goûter des plats que je n'aurais jamais imaginé aimer. C'est avec elle que, pour la première fois depuis ce funeste mois d'octobre, j'ai réussi à parler de ce qui s'était passé sans sentir cette pointe dans la poitrine. « Tu sais que tu as fait ce qu'il fallait, n'est-ce pas ?» a-t-elle dit un soir, alors que nous étions allongés dans un hamac sur la terrasse de notre bungalow à Koh Samui. « Tu as exposé la vérité.
Beaucoup de gens préfèrent vivre dans le mensonge. Parfois, je me demande si je n'ai pas été trop cruel. Cruel aurait été de passer ta vie avec quelqu'un qui ne te respectait pas. Cruel aurait été de te mentir à toi-même. Elle s'est tournée vers moi. La vérité libère, même quand elle fait mal. Un après-midi, sur une plage presque déserte en Thaïlande, je me suis assis pour regarder le coucher du soleil. Gabriel était parti faire de la plongée. Le ciel était peint de tons orange et rose. La mer calme, la brise douce. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri, vraiment. Pas le genre de sourire que l'on fait pour les autres. Un sourire qui vient du fait de savoir que l'on a traversé l'enfer et qu'on en est sorti entier. On dit que le chagrin d'amour vous détruit. Peut-être qu'il le fait, mais seulement si vous le permettez. Pour moi, ce fut un réveil violent, douloureux, mais nécessaire. Quand je regarde en arrière maintenant, ce n'est pas avec amertume, mais avec gratitude, parce que parfois, la pire chose qui vous arrive est exactement ce qui vous libère. En décembre, après presque un an de voyage, j'ai décidé qu'il était temps de rentrer en France. Pas à Paris, mais à Marseille, avec Gabriel. J'ai trouvé du travail dans un cabinet d'architectes spécialisé dans le développement durable, quelque chose qui m'avait toujours intéressé. J'ai acheté une planche de surf. J'ai adopté un chien errant couleur caramel qui est apparu à la porte de notre appartement dans le quartier du Panier. Petit à petit, j'ai construit une nouvelle vie. Un dimanche après-midi, alors que nous nous promenions sur la plage du Prado, Gabriel m'a demandé « Tu penses encore à elle? À Marion ?» J'ai regardé l'horizon, vers le soleil qui commençait à se coucher derrière les calanques. Parfois, ai-je répondu honnêtement, pas avec colère ou nostalgie, je pense à elle comme on pense à un livre qu'on a lu il y a longtemps. On se souvient de l'histoire, mais elle ne nous affecte plus. Gabriel a souri et m'a serré la main. Nous avons continué à marcher, le chien courant devant nous, poursuivant les mouettes. La mer était calme, le ciel dégagé, l'avenir ouvert comme un livre blanc attendant d'être écrit. La trahison de Marion n'était plus le chapitre déterminant de mon histoire. C'était juste un chapitre, douloureux, oui, mais aussi transformateur. Un chapitre qui m'a appris la résilience, la vérité, les nouveaux départs. Cette nuit-là, allongé dans mon lit avec Gabriel endormi à mes côtés, j'ai réalisé que la plus grande victoire n'avait pas été d'exposer Marion à l'autel. La plus grande victoire a été de me redécouvrir dans les ruines de ce que je pensais être ma vie. De découvrir que le bonheur n'est pas une destination fixe mais un chemin que l'on reconstruit chaque jour. Et que parfois, quand une porte se ferme violemment, ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est juste l'univers qui vous pousse dans la direction que vous auriez dû suivre depuis le début.